5 bons mois, c'est le délai qu'il a fallu à la CEDEAO pour enfin se rendre à l'évidence que Mohamed Bazoum a perdu son fauteuil présidentiel occupé par les militaires depuis le 26 juillet 2023 au Niger. Qu'est-ce qui brouille la vue de la communauté sous-régionale, voire même internationale quand il s'agit du Sahel? C'est le thème du forum de cette semaine et nous en parlons avec 2 consultants au plateau. J'ai l'honneur de vous accueillir, de vous présenter Luc Abaki, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Luc Abaki, je sais que vous n'allez pas très bien aujourd'hui, mais quand même de l'énergie pour tenir. Merci d'être là. Luc Abaki est journaliste, écrivain et analyste politique. Le bouquin est sorti. Ben oui, il est là, il est dans la kiosque désormais. Et puis c'est un plaisir. Et puis je veux bien profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous ont encouragés. Et je crois qu'il le fallait. Et nous avons l'obligation de contribuer à nourrir la réflexion sur le rôle du journalisme en démocratie. C'est le titre de l'ouvrage. Voilà, je promets un forum spécial là-dessus. Ok, d'accord, je suis là entièrement disponible. Je pense qu'on peut décortiquer ces genres d'idées dès l'instant où chaque fois que nous venons ici faire nos analyses, nos commentaires, etc. Il faut bien qu'on circonscrit véritablement ce rôle-là et que chacun des citoyens, aussi bien les dirigeants que la population elle-même, parviennent à comprendre véritablement quel est ce rôle et quelle est notre part de contribution justement dans l'organisation sociale et puis dans la tractation précisément de cette société qui doit pouvoir aller de l'avant. Sauf que son Excellence l'ambassadeur ne veut pas de votre démocratie-là. Il aura l'occasion de prendre la parole là-dessus. Donc vous avez compris qu'il est là, incontournable. Sogoyou Kegoyo, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Luc Abaki. Et le livre, j'en ai entendu, on en avait d'ailleurs parlé ensemble. Absolument. Et c'est un plaisir donc de l'accueillir. Le temps que je le lise entièrement. Je ne veux pas entendre parler de la démocratie, non pas que je suis contre les libertés, mais parce que la démocratie est devenue une grosse corde qu'on passe au cou des Africains comme des moutons pour les tirer dans la direction qu'on veut. Celle qui permet qu'on mette n'importe quel bidon fantoche au pouvoir démocratiquement élu. Et dès que quelqu'un a le label démocratiquement élu, il croit qu'il faut piétiner le peuple. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas accepter ça. Oui, Mamadou Doumbouya l'a dénoncé lui aussi à la tribune des Nations Unies. Si vous nous suivez en direct, c'est dimanche 12h12, New World Forum sur votre chaîne préférée. Et vous avez d'ailleurs la possibilité de participer à cette émission dans la seconde partie en envoyant vos messages via WhatsApp plus 228 96 08 43 43 96 08 43 43 précédé de l'indicatif plus 228. Et si c'est en différé que vous nous recevez, c'est possible via YouTube. Profitez en même temps pour soutenir l'ambassadeur Luc Abaki. Cette émission avec votre pouce, likez en même temps, vous risquez d'oublier. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes en temps réel et puis partagez New World Forum pour porter loin la voix de cette Afrique qui gagne, de cette Afrique qui change. Alors, pour revenir au thème du jour, la communauté internationale qui nage en eau trouble au Sahel. Mais d'ailleurs, ce concept de communauté internationale, est-ce que vous validez? Est-ce qu'on peut continuer par parler de communauté internationale comme s'il s'agissait d'une unité des nations, Luc Abaki? Oui, vous savez, c'est toujours l'Occident qui a fabriqué des concepts qui nous emballent à chaque fois. Parce qu'en réalité, toutes les fois où on parle de communauté internationale, on a comme l'impression que c'est une structure organisée et quand elle se prononce, ou du moins un ou deux individus se prononcent, on le dit, que c'est au nom de la communauté internationale. Et cela nous mystifie et au point où finalement on perd nos repères. En vérité, cette histoire de communauté internationale, on doit pouvoir comprendre qu'en fait, tous ceux qui parlent au plan international et qu'on les met dans le registre de cette communauté internationale, c'est des individus qui ont leurs forces et leurs faiblesses et qui conspirent malheureusement souvent contre les intérêts de beaucoup de pays, notamment africains. Et je pense que le préjudice que ces genres de réactions souvent épidermiques de cette communauté internationale a eu à causer à nos pays doit nous amener désormais à réfléchir fondamentalement à l'intérêt de considérer ces opinions qui viennent
du plan international et qui malheureusement nous dévie souvent de nos prérogatives, de nos aspirations profondes et nous donne le sentiment que une fois que quelque chose vient peut-être des Nations Unies, de l'UA, de l'Union Européenne, etc., c'est une parole d'évangile et c'est une position qu'on doit forcément adopter à tout prix. Je pense que les faits de l'histoire, en tout cas tels qu'ils se produisent, notamment aujourd'hui, doivent nous amener à comprendre que quel que soit l'individu quelle que soit sa position au plan international, il reste un être humain avec ses forces, mais surtout aussi ses faiblesses. Et surtout que ces derniers temps, ce sont beaucoup plus les faiblesses qui ont eu pillon sur rue et où les gens étaient restés dans un suivisme absolu au point de conspirer malheureusement contre nos États, surtout dans le contexte du Sahel. Il faudrait que désormais on se dise, quelle que soit la personne qui se prononce aujourd'hui concernant la vie d'une nation entière, ce n'est pas une parole d'évangile et que la seule position qui doit pouvoir compter, c'est la position du peuple. C'est la position d'un peuple qui veut s'organiser, qui veut se structurer, qui veut aller de l'avant, de façon très simple, parce qu'on a tellement suivi les positions de cette pseudo-communauté internationale qu'on a fini par s'égarer et on ne doit pas pouvoir continuer dans ce sens-là parce que ce n'est pas, c'est pratiquement une voie suicidaire. Communauté internationale ou communauté à géométrie variable ou tout simplement puissance placebo qu'on fait avaler une fois. Gilles, si tu écris une lettre et tu signes en bas communauté internationale, ça veut dire que tu as écrit une lettre anonyme. Voilà. Parce qu'en cas de problème, finalement, on ne sait pas, communauté internationale, à qui on s'adresse. Je privilégie les communautés nationales et les communautés régionales comme ceux de l'AES. Sympa comme ceux de CEDEAO. C'est du bidon. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est ça qui nous montre que la CEDEAO ne dit pas ce qu'elle pense. On lui dit, elle dit. On lui dit le contraire, elle revient, elle dit. Si vous mettez 5 mois avant de voir qu'il y a eu coup d'État au Niger, mais c'est de l'hypocrisie, c'est un scandale. C'est le refus de voir la réalité en face. Mais je dis ceci, tu peux être l'homme le plus idiot, mais un peu de bon sens. La communauté internationale ne va pas tuer le bon sens dans la tête des membres de la CEDEAO. Mais communauté internationale, c'est qui? C'est la communauté internationale qui a rasé l'Irak. C'est la même qui a rasé la Libye. C'est la même qui a voulu raser la Syrie. C'est pratiquement la même qui est en train de raser la Palestine. C'est la communauté internationale. Maintenant, si on te demande de qui il s'agit, bon, tu ne sais pas quel nom il faut mettre sur ça. Communauté internationale ou communauté occidentale, finalement? Mais communauté internationale aujourd'hui veut dire communauté occidentale. C'est-à-dire que les suprémacistes, qui sont les moins nombreux et les moins riches de la planète, mais qui s'imposent. Et qui croient que ce qu'ils font doit être fait par tout le monde. Les Chinois n'ont pas droit à leur culture, à leurs choses, les Russes n'ont droit à rien, les Noirs en plus surtout. Ils doivent faire ce que cette communauté occidentale blanche veut. Donc le triste spectacle de la CEDEAO nous renforce dans notre conviction que c'est un rassemblement, excusez-moi le terme, de moutons de Panurge. Quand Macron court, ça court, il s'arrête, ça s'arrête. Quand il dit faire ceci, ils font. Donc il faut laisser, s'ils ont mis 6 mois pour voir qu'il y a eu coup d'État, pourquoi? Parce qu'entre-temps, ils espéraient attaquer militairement et chasser les putschistes. Entre-temps, attaquer militairement, c'est pas sûr. On veut voir comment assassiner Tchani. Mais comment est-ce que des Africains à la peau noire, comme la mienne, quelquefois même plus noire que la mienne, peuvent se liguer avec des Blancs pour faire la guerre à un pays dont le seul tort est de dire « nous voulons être indépendants ». Je ne comprends pas comment des Noirs peuvent faire ça. C'est vrai, il y avait eu des Noirs, des nègres de maison, il y avait eu tout ce que vous voulez, qui suivaient les Blancs. Mais le monde est tellement aujourd'hui ouvert, nous sommes tous tellement bien informés que ça ne devait pas se passer.
Pourquoi ça se passe? Pourquoi le Niger ne peut pas être un pays indépendant alors qu'en 1960, la France elle-même leur a dit qu'ils soient indépendants? Mais on prend la France au mot et ça devient un crime. Et vous, la communauté CEDEAO, mais c'est terrible. Donc, moi, ces petits jeux de mots, c'est maintenant qu'on a vu qu'il y a coup d'État. C'est pourquoi on n'avait pas sorti Tiani et le Niger. Mais Gilles, il y a quelque chose qui me fait plaisir. C'est que plus la CEDEAO aboie, moins le Niger parle. Parce que le Niger, lui, sait vers où il va. Eh ben, on va revenir sur ce sujet, sur ce communiqué qu'il fait allusion, communiqué de la CEDEAO. J'aimerais qu'on termine avec la communauté internationale. Cette communauté-là, qui généralement est caractérisée par une union sacrée, on l'a vu, pour le Sahel, non, je dis pour le Sahel, pour l'Ukraine, mais quand on vient au Sahel, on a comme l'impression qu'il y a des graines de division. La France quelque peu esselée, les États-Unis qui jouent un peu solo, l'Allemagne qui tente de tirer ses marrons du feu. Donc en Ukraine, union sacrée, au Sahel, cette communauté internationale semble ne pas se retrouver, la communauté occidentale, je veux dire. Tout à fait. Non, ce qui est certain, c'est que ce que nous appelons communauté internationale, comme il a dit, je crois que ce sont fondamentalement ces Occidentaux-là qui en réalité jouent leur intérêt. En Ukraine, ils considèrent que c'est un des leurs qui se trouve être attaqué par normalement un autre des leurs, mais qui joue ses intérêts et qui finalement se dissocie de ce conglomérat qu'on appelle communauté internationale. Et donc, à partir de l'instant où on est en train de viser la Russie, parce que la Russie s'émerge désormais comme une vraie puissance qui risque de surplomber une autre puissance comme les États-Unis, on se dit non mais attention, il faut quand même qu'on le disloque. Parce que la Russie c'est les Slaves, ce ne sont pas aussi des blancs de souche comme ça se dit. Donc les États-Unis, derrière eux, on a aligné les pays européens et cela fait un bloc et on parle au nom de la communauté internationale. N'oublions pas justement que lorsque cette guerre, ou du moins ces opérations militaires, ont été déclenchées en Ukraine, en tout cas il y a eu beaucoup de pays, par exemple en Afrique, qui se sont opposés. Et donc, est-ce que l'Afrique ne fait pas partie de la communauté internationale? Si on doit s'en tenir au mot à lui tout seul, ça veut dire que tout ce qui sort du champ national devient à une dimension internationale, donc hors du national. Ça veut dire qu'on devait considérer toutes les opinions qui s'expriment et qui doivent pouvoir impacter justement les situations. Mais à quel niveau les voix des pays africains comptent? Donc ça veut dire que quand on parle de la communauté internationale, c'est que par exemple tous ces millions de personnes que constitue l'Afrique, leur voix ne compte pas. C'est seulement quelques têtes, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Et eux, ils se prévalent donc de ce titre et donc ils conquièrent tous les privilèges nécessaires et ils veulent parler au nom du monde ou du monde de l'humanité dans son ensemble. Alors quand il est question de l'Afrique, vous allez voir que ce sont des intérêts qui sont en jeu et chacun joue justement sa part d'intérêt. Et là, c'est pourquoi on voit justement des divisions, des formes de fragmentation. Les gens s'entre-déchirent parce qu'en réalité, ils jouent leur survie en Afrique. Tous les pays de l'Afrique occidentale, de l'Europe occidentale ou des États-Unis, etc., n'ont leur survie que grâce aux ressources qu'ils puissent en Afrique. Et lorsqu'ils voient, vous avez vu que pendant très longtemps, la communauté internationale en question a sous-traité les sujets de l'espace francophone africain à la France. Et dès l'instant où aujourd'hui on se rend compte que la voix de la France a tendance à ne plus porter en Afrique et qu'on est en train de bouder hors d'état de nuire la France, vous allez voir que des puissances commencent à contourner précisément cette France-là et à prendre pied en Afrique. Vous avez constaté que les États-Unis, pendant que la France était en train de diaboliser, si vous voulez, le Niger, compose avec le régime Tiani au point de faire, en tout cas, accréditer son ambassadeur, etc., etc. C'est pour dire que si ce schéma-là continue, l'Amérique, j'ai parlé de l'Amérique, oui. Que ça continue, vous allez voir que le dossier africain, en tout cas, surtout sahélien, fera que cette communauté internationale sera finalement fragmentée. Mais tout cela dépendra
de la dynamique unitaire qui sera impulsée justement dans ce pays du Sahel où l'essentiel des ressources se puise comme il se doit. Vous voyez? Donc, si l'Afrique veut avoir sa voix qui porte, si l'Afrique veut aussi se faire compter parmi les pays décideurs du monde, il faudrait qu'on travaille sur notre unité, sur notre solidarité, qu'on fasse prévaloir les valeurs humaines qui font avancer toutes les sociétés. Sans cela, et on laisse que l'Occident continue de nous diviser, jamais l'Afrique ne pourra tirer ses marrons du feu. Excellence, le Sahel s'unit, l'Occident se désunit en Afrique. Non, pour le moment, l'Occident ne se désunit pas encore. C'est les Américains qui, comme toujours, sont en avance des choses sur tous les autres Blancs. Il y a blanc dans blanc, hein, parce que les Américains, ils ont vassalisé la France. Macron a beau crier partenaire n'est pas les choses, comment on dit ça, soumission, partenariat n'est pas soumission, mais aujourd'hui, la France est une province perdue des États-Unis d'Amérique. On ne les regarde même pas. Les Américains ne regardent même pas la France. Ça ne vaut pas le Texas, ça ne vaut pas la Californie. Peut-être on peut comparer avec le Wyoming, quelque part dans le désert central américain. Donc la France est soumise entièrement, corps et âme, à l'Amérique. Et comme elle aussi elle a besoin d'être soumise, elle se dit, bon, moi je vais aller récupérer les nègres pour être mes soumis à moi. Et les nègres, malheureusement, commencent à rouler dans le brancard. Et c'est les pays du Sahel, les trois mousquetaires, comme je les appelle, Assimi Goïta, Traoré et Tiani, qui ruent dans les brancards et qui disent à la France, mais ça suffit cette affaire-là. Toi, tu ne peux pas devenir esclave de quelqu'un et tu veux que nous, on soit tes esclaves. Dans ce cas, autant être directement esclave des Américains. On ne va quand même pas sous-traiter notre esclavage. Que quelqu'un qui est esclave quelque part vienne faire de nous les esclaves. Si les Américains, vous les Français, vous reconnaissez qu'ils sont tellement forts que vous vous soumettez corps et âme à eux, autant que nous les Noirs aussi, on a se soumettre aux Américains. Tu ne vas pas nous traiter ta soumission. Tu ne vas pas sous-traiter ta soumission. Donc, pourquoi ça craque? Ça va craquer. Mais c'est la faute aux Africains, pas aux Blancs. Je t'ai dit ici que c'est normal que la France défende ses intérêts. Pardon. Qui empêche les Africains de défendre leurs intérêts? Depuis Goïta, Traoré, même Doumbouya, jusqu'à Tiani, c'est toute l'Afrique occidentale française qui devait se mettre sur le pied pour dire à la France, ça suffit. Tu n'es pas le seul pays colonisateur. Les Espagnols ont colonisé, ils sont partis. Les Portugais qui avaient la colonisation la plus raciste, ils sont partis, ils ont libéré leur pays, tellement libéré que une colonie portugaise, en l'occurrence la Guinée-Bissau, a été récupérée par la France. Les Portugais n'ont rien dit. Est-ce que la France accepte qu'un pays européen récupère sa colonie? Non. Les Anglais. C'est la même chose de la RDC. Voilà. Non, les passant des mains des Belges vers les Français. Oui, parce que les Belges eux-mêmes, ils se considèrent comme une petite province perdue de la France. Donc, la France peut récupérer leur colonie. Il n'y a rien à dire là-dessus. Tu prends le Congo, les pays comme le Rwanda, Burundi. Mais donc, les Belges eux-mêmes se considèrent comme une petite province de la France. Mais nous, on ne peut pas accepter être des provinces de la France. On n'est pas blancs. Et on n'est pas sur le même continent. Donc, si a pu rejoindre la France sans qu'on nous dise quelque chose. Mais la France, les Anglais, c'est les plus grands colonisateurs. Ils ont des pays, regarde le Nigeria à côté, c'est immense. Eux, ils sont partis. Le Nigeria peut traiter avec qui il veut. Il peut acheter les armes là où il veut. Il peut exploiter son pétrole comme il veut. Mais pourquoi toi, la France, tu t'agrippes à nous comme des sangsues et tu gongonnes, tu donnes l'aide au développement. Depuis que tu nous fourgues l'aide au sous-développement, mais il est temps que les Africains se réveillent, les Africains francophones, parce que c'est le plus mouton des Noirs. Ils sont plus bêtes que les Kanaks, les Noirs africains, surtout les Noirs francophones. Mais il faut qu'on se libère. Pourquoi d'une seule voix on ne peut pas parler à la France? Non pas pour chasser la France. La France est un grand pays. La France n'a qu'à nous laisser libres, on va commercer avec elle. Comme les Anglais commercent aujourd'hui avec le Nigeria, le Libéria et l'Afrique du Sud, et tout ce que vous savez. Pourquoi c'est la France seule, le seul pays colonisateur européen
qui tient toujours à l'est ces colonies, d'immenses colonies, mais parce que dans ces colonies, il y a des nègres tellement bêtes, tellement tarés, que leur président même, c'est-à-dire que quand tu les vois, tu as pitié. Tu as pitié. Donc aucun de ces présidents n'est en mesure de dire à la France, tu nous as colonisés, c'est bien, merci. Tu nous as amené la civilisation, c'est bien, merci. Tu as fait des réalisations qu'on est en train de te rembourser depuis 60 ans, ça ne finit pas. C'est bien, merci. Tu nous as amené le franc CFA, c'est bien, merci. Tous ces bienfaits-là, nous, on veut que tu reprennes ça. On veut se faire nous-mêmes. On veut se fabriquer nous-mêmes. Mais on est là, on suit la France, on intimide hier le Mali, le Burkina. Aujourd'hui, tout le monde est concentré sur le Niger parce que, contrairement à tout ce qu'on nous a gongonné dans la tête, le Niger est le pays le plus riche en termes de ressources. Oui, Lucas Baquet, je voudrais approfondir une parenthèse que vous avez ouverte tantôt en disant que la France a perdu pied au Sahel et donc en Afrique, mais avec le départ des bases militaires, ça c'est ostensible, mais tout autour, la France est encore présente dans certains pays importants comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon, et comme le Tchad. Pour combien de temps? Elle est là. Non, dans tous les cas. Pour combien de temps? Je pense qu'il faut partir d'un principe qui soit clair. L'objectif des Africains aujourd'hui n'est pas tant de chasser la France. Voilà. Mais c'est de briser les chaînes que la France a eu le génie de mettre en place pour continuer de maintenir nos États dans ce créneau de dépendance absolue. On ne peut pas se défaire de la France, d'autant plus que c'est le français que nous sommes en train de parler ici. Et donc, c'est clair que cette relation qui a été créée depuis même les razzias négriers jusqu'à aujourd'hui ne peut pas se défaire de fait. Mais les incidences politiques, l'influence politique, la position pernicieuse que la France a eu à prendre en mettant des garde-fous en vue de nous canaliser absolument et de nous empêcher de nous réfléchir par nous-mêmes et de prendre des initiatives qui visent notre propre épanouissement. Voilà ce contre quoi les Africains doivent véritablement lutter. Parce que c'est contre nature, c'est inhumain et ça empêche littéralement l'affranchissement des pays africains. C'est d'ailleurs pour cela que nous saluons avec beaucoup d'intérêt les positions qui sont prises par les pays de l'Alliance des États du Sahel. Précisément parce qu'ils ont compris, ces dirigeants-là, notamment Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchiani, ont compris qu'en continuant de rester dans ce suivisme, dans cet establishment, dans ce conformisme établi par la France, il est impossible d'envisager une perspective heureuse pour nos États. Et donc, ils ont décidé de commencer à dénoncer les accords coloniaux, à dénoncer un certain nombre de choses et donc de s'assumer par eux-mêmes. Ceci relève tout simplement du bon sens et de la raison, parce que vous ne pouvez pas être un être humain et accepter le principe d'une dépendance littérale, comme si vous étiez des sous-hommes, ou du moins les facultés dont vous disposez étaient en deçà de ce qui est recommandable pour les êtres humains, et que la parole d'évangile, les exemples, les modèles inspirants qui doivent vous servir doivent véritablement venir de l'Europe et notamment de la France. Personne ne peut accepter cela. Aujourd'hui, à partir de l'instant où la connaissance est versée partout, tout le monde est conscient qu'en fait, la France influe sur nos pays, pas parce que forcément elle est plus intelligente, que ces élites seraient des génies providentiels, mais simplement parce que nous avons accepté de renoncer à notre potentiel endogène, de renoncer à nos acquis naturels, innés et inhérents à notre citoyenneté, pour considérer que tout doit venir de l'Europe, et notamment de la France. C'est ce qu'il faut briser. L'idée n'est pas de dire la France doit forcément partir à tout point de vue. Non, on doit avoir travaillé avec les Français. Nous allons en France, les Français se promènent ici. Si c'est pour des questions économiques, des questions culturelles, etc., ben c'est tant mieux. Parce que le monde ne peut évoluer qu'avec ce type de brassage, etc. Mais les influences politiques, toute cette façon de nous dominer, de nous brimer et de nous empêcher de prendre des décisions qui
garantissent notre souveraineté et notre épanouissement, voilà ce que nous contestons et nous dénonçons avec la plus grande énergie. Vous demandez simplement que la France lève son genou du coup, comme l'a dit Sonko. Oui, et le général Tiani l'a dit, il a parlé en français, il parle très rarement. La dernière fois, moi je l'ai écouté, une partie de l'interview. Le général Tiani, il dit qu'il ira plus loin. Absolument. Que ce n'est que le début du commencement. Tout à fait. Quelqu'un le dirait, qu'il va aller plus loin dans l'affirmation de la souveraineté du Niger. Et il a enfoncé le clou lui aussi en disant que la France sponsorise le terrorisme au Sahel. Mais est-ce que Tiani a besoin de répéter ça? C'est la tautologie. Le terrorisme, il n'y a même pas de terrorisme. J'étais dit que c'est des mercenaires de la France. Ils ont tué Kadhafi, ils ont pris les armes de Kadhafi, l'argent de Kadhafi, l'or de Kadhafi. Ça leur a permis de lever des légions de terroristes venus pratiquement de tout le Moyen-Orient. Mais qu'est-ce que nous, on a à faire avec l'État islamique né quelque part en Mésopotamie? On a quoi avec AQMI, Al-Qaïda, que le terroriste en chef Ben Laden a créé avec l'aide de la CIA. Mais nous en tant qu'Africains noirs, on a quoi à voir avec ça? Mais c'est la France qui, après avoir liquéfié la Libye, a importé ces gens et les a lancés à l'assaut des Noirs que nous sommes. Parce qu'il ne faut jamais oublier l'aspect raciste dans ce que la France et ces pays, disons, arabes font. Il y a l'aspect raciste. Alors, on ne peut pas quand même accuser la France de racisme. Mais, et on va l'accuser de quoi? Mais les Français sont présents un peu partout en Afrique. Quand je parle de la France, je parle de la France officielle. Voilà. Je parle de Macron qui nomme des ministres nazis, comme Le Drian, comme Parly, comme l'actuel ministre des Affaires étrangères. Ça parle avec arrogance. Ces gens qui ne sont rien chez eux. Quand il s'agit de l'Afrique, ils parlent comme s'ils parlaient de leur palefrenier. C'est ça le problème. Je ne parle pas de la France des Français. Qui ici n'a pas un ami français? Qui ici ne va pas en France? Je parle de la France des nazis de Macron. C'est des nazis. Quand tu entends l'actuel ministre parler, tu as vu la dernière fois Thierry Breton. Mais c'est une catastrophe. Quand on te dit qu'un toqué comme ça a été ministre des Affaires de l'économie de la France, mais tu as la chair de poule. Bien sûr. L'Afrique n'existe pas. On doit la recoloniser. Thierry Breton, on te dira peut-être qu'il a fait le l'ENA, il a fait Normal Sup, il a fait qui? C'est là-bas qu'on les apprend à mépriser les Noirs. Alors, quand quelqu'un parle comme Thierry Breton, tu comprends pourquoi la France perdra obligatoirement l'Afrique. Il n'y a rien à faire. Bon, perdre aussi, c'est pas une expression, un concept que j'aime beaucoup. Oui, bon, mais c'est sa propriété privée. Voilà, je dis, c'est sa propriété privée. Elle va perdre sa propriété privée. Maintenant, elle viendra faire le commerce avec nous, comme les Anglais font avec les Nigérians. Il n'y a pas de problème. Les sociétés françaises seront les bienvenues dans nos pays. Pourvu qu'elles ne demandent pas des passe-droits, qu'elles payent leurs impôts. On te dit, le Niger paye toutes les taxes pour l'armée nigérienne et tout, les sociétés françaises, tout, elles ne payent rien, au cas où un Nigérien serait commerçant, faisait des affaires en France, il ne va pas payer les taxes. Et comme l'a dit le général Tiani, même les vendeurs à la sauvette nigériens, il n'y en a pas en France. C'est quoi ce commerce de dupes là? Pourquoi des Noirs acceptent ça? Je te dis que ça ne peut pas arriver avec les Asiatiques. Ça ne peut pas arriver avec les Latino-Américains. Ça ne peut pas arriver avec les Arabes. Pourquoi c'est avec les Noirs que tout cela arrive? Et on ne dit rien. Et quand quelqu'un parle comme ça, on dit « Ah, il est contre la France ». Mais comment on peut être contre la France? La France, c'est 500 000 km². Je ne compte même pas tout ce qu'elle a aux quatre coins du monde comme territoire. Avec plus de 60 millions d'habitants. Mais ces 60 millions d'habitants, ils sont aussi brimés que nous. Ils ne sont même pas informés de ce qui se passe. On a fermé les médias en France qui auraient pu ouvrir les yeux aux Français. On les a fermés. Donc, c'est les 60 millions de Français, ça fait 60 millions de moutons, comme 60 millions de moutons de la CEDEAO. Nous sommes, au fait, on devait lancer un appel à la mobilisation des Français contre le régime nazi qui sévit et qui les abrutit. Lucas Baki, oui. Pourquoi la CEDEAO s'aligne généralement sur cette communauté internationale devenue occidentale? Les positions sont les mêmes, hein, généralement. Oui, mais c'est ça là, le problème. C'est-à-dire que
À partir de l'instant où un pays comme la France fait tout pour que les pions qui sont choisis comme dirigeants dans nos pays soient acquis à leur cause, c'est clair que lorsque vous êtes un président d'un pays, vous ne jouissez pas de la légitimité auprès de votre peuple. Mais vous considérez que pour être légitime, il faut que vous serriez la main de Macron, ou en tout cas de tout chef d'État français sur le parvis, sur le perron de l'Élysée. Il est clair que toutes les fois où la France aura besoin d'une position commune en Afrique, il suffit donc qu'on vous passe un coup de fil pour que vous deveniez un suiveur patenté qui ne s'interroge même pas sur le bien fondé des positions qui doivent être prises. Vous voyez? Vous avez vu que la CEDEAO, lors de son dernier sommet, a fustigé l'idée de création d'une alliance quelconque qui viendrait à diviser la CEDEAO, sans d'ailleurs que ces dirigeants-là ne s'interrogent sur ce qui pousse ces chefs d'État à mettre en place une nouvelle structure, alors que la CEDEAO a plus de 45 ans aujourd'hui. Et donc, comment il se fait que les gens aient eu au départ une idée lumineuse de se mettre ensemble, parce que c'est l'union qui fait la force, parce qu'ils ont compris qu'il faut mutualiser leurs énergies, leurs ressources, leur potentiel pour pouvoir avancer, et que près de 50 ans après, il y a non seulement un recul manifeste, mais aussi des pions sont obligés de sortir de ce circuit-là, ou du moins de se réorganiser en alliance. Et les gens redoutent cela. Mais je me demande, mais est-ce que la CEDEAO était même obligée de se prononcer sur la création de l'alliance? Et la CEDEAO n'a pas été saisie pour leur dire, bon, mais écoutez, nous voulons sortir de cette communauté-là pour créer notre... Les gens sont en train de s'organiser parce qu'ils sont dans un contexte de survie. Ils ont compris qu'il faut prendre leur destin en main, qu'il faut agir en complicité avec leur peuple et donc valoriser et faire en sorte que le potentiel existant dans cet espace-là puisse être capitalisé et profite justement à cette population-là. Mais de quoi la CEDEAO se mêle-t-elle? Et alors, en alternative, elle propose quoi? Pour que les valeurs de base qui ont sous-tendu la mise en place de cette CEDEAO-là soient exhumées. La vision de la CEDEAO, c'était quoi lorsqu'on la créait? C'est de faire en sorte à créer un espace communautaire où il y a la libre circulation des biens et des personnes, mais surtout aussi où on garantit l'épanouissement des citoyens et l'évolution progressive de nos nations vers des nations prospères, développées, etc., etc. Plus de 40 ans, en tout cas 50 ans après, est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous sommes en dynamique d'évolution? Ou alors nous sommes dans une dynamique de régression progressive? Et quand on est dans un tel contexte-là, vous ne vous jugez pas, vous ne vous interrogez pas, vous ne questionnez pas les paradigmes rigides à partir desquels vous fonctionnez depuis tout ce temps-là et vous faites juste sur place, ou du moins vous marchez à reculons. Vous êtes là à condamner toutes les initiatives qui visent à adopter d'autres pistes dans le but justement de la recherche, de l'épanouissement et de l'affranchissement des citoyens. C'est quand même ridicule, tellement ridicule que je me demande comment il se fait que nos dirigeants, aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, malgré les débats, malgré les réflexions fructueuses, constructives, qui se font à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, etc., ils ne comprennent pas qu'il faut défaire ces nœuds-là qui ont été mis en place depuis des décennies et qui les embrigadent et les empêchent de s'assumer comme dirigeants. Peut-être que ce n'est pas aussi ridicule que ça quand on sait ce qui est arrivé à un certain Sylvanos Olympio au Togo, à Thomas Sankara au Burkina Faso. Je peux multiplier les exemples. Mais à vrai dire, Gilles, je vais terminer rapidement. En ce 21e siècle, ne devrait pas être dirigeant qui veut, mais qui peut. Qui peut, ce pouvoir-là n'est pas l'usage de la force publique, n'est pas le recours aux forces, à l'armée, etc., pour brimer le peuple. Mais ce pouvoir doit pouvoir se manifester à travers la fertilité d'esprit du leader, à travers son génie, à travers sa capacité de fédérer les énergies autour de la vision que lui, il implémente et qui fait en sorte à épanouir le peuple. Oui, il y a eu des audacieux par le passé qui ont payé le prix cash
Mais vous savez, ces gens-là rentrent dans l'histoire. Thomas Sankara a été assassiné. Mais c'est Thomas Sankara qui, aujourd'hui, constitue l'icône essentielle, le repère de base, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique dans son ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous voulez être un dirigeant, vous devez avoir le sens du sacrifice. Vous ne devez pas être habité par une certaine phobie permanente. Votre nom doit pouvoir s'effacer devant votre mission. Et donc, vous ne devez pas vous dire, ah oui, je ne vais pas faire ceci parce que je risque de mourir, etc. Non. Vous devez poser des actes qui parlent en votre nom, même des siècles plus tard. C'est ça. Ce n'est pas des gens qui doivent pouvoir utiliser le pouvoir comme des instruments de jouissance, au point où ils préfèrent se cultiver avec les conspirateurs qui jouent contre les intérêts de leur peuple parce qu'eux, ils veulent sauver leur vie. Non du tout. Et puis en plus, lorsque vous êtes visionnaire et vous travaillez en complicité avec votre peuple, vous avez un bouclier imbattable. Combien de fois les gens n'ont pas envisagé d'assassiner quelqu'un comme Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré ou Tiani? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que eux, ils ont mis en place une politique qui permet au peuple de porter leur vision et donc de devenir leur principale source de sécurité. Mais toutes les sécurités dont on nous parle, où on achète des armes de l'extérieur, on amène des mercenaires extérieurs pour assurer la sécurité. Mais ça ne marche pas parce que vous devenez ridicule. Peut-être sur un temps ça va marcher, mais vous comprenez que vous n'êtes pas un leader. Parce que vous ne pouvez pas agir contre les intérêts des gens qui sont censés vous avoir élu et vous pensez que vous êtes un leader. Oui, et comme l'autre Sankara disait, on peut tuer un homme, mais pas ses idées. Tout à fait. On peut tuer un homme, mais pas ses idées. Il a dit quelque chose d'essentiel. Le meilleur bouclier des présidents aujourd'hui doit être leur peuple. C'est les peuples qui doivent protéger les présidents. Tu crois qu'en 1963, s'il y avait déjà WhatsApp et tout, c'est ça, et que les gens savaient pourquoi Olympia est mort, tu crois que ça se serait passé comme ça? Voilà. Je parie que le militaire français assassin n'aurait jamais quitté le Togo vivant, si c'était maintenant. Donc, aujourd'hui, c'est le peuple qui doit être le bouclier. Moi, je dis ceci, à la limite, quand je regarde, je dis, mais nos chefs d'État, il y en a qui font du mieux qu'ils peuvent pour arrêter le rouleau compresseur français. Ils font le mieux qu'ils peuvent. Mais ils ne peuvent continuer que si ils ont un soutien inconditionnel de leur peuple. C'est ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger. On n'a pas besoin que ce soit un soutien post-coup d'État. Même s'il n'y a pas coup d'État, mais regardez votre chef là, dans quelle direction il va. Si c'est la direction populaire, la direction de l'indépendance de nos pays, mais il faut les soutenir sans réserve, sans oublier les antagonismes politiques habituels qui animent le débat, c'est normal. Mais au Mali, au Burkina, au Niger, il y a des partis politiques, mais ils se sont dit, notre ennemi commun aujourd'hui, c'est la France, qui veut nous appauvrir, qui veut nous tuer. Parce que cette France n'a pas hésité à demander qu'on ferme les frontières pour que le peuple nigérien meure. Et elle a trouvé des valets qui, avec zèle, ont fermé ces frontières. Mais quand des gens sont là chez eux, tu as une armée, mais tu te fais garder par des armées étrangères, mon ami, tu n'es plus président de ce pays. Absolument. Si tu es président de ton pays, mais tu te fais garder par une armée étrangère, tu n'es plus président du pays. Tu sais qu'à chaque moment, le premier caporal qui te trouve en route, il te prend. Tu sais ça. C'est pourquoi tu amènes des forces étrangères pour te garder. Et tu n'as même pas de vie. Dès lors que ton armée ne te garde pas, pourquoi tu veux que le peuple te suive? L'armée est issue du peuple. Dans nos pays, ce n'est pas des armées élitistes. Si ton père n'est pas général, non, ici, le recrutement, c'est les enfants des paysans, les enfants des artisans, les enfants des employés de bureau. Tout le monde a le droit d'accéder à l'armée de haut ou de bas jusqu'en haut. Prenez tous vos officiers ici. La plupart sont issus d'un milieu très modeste. C'est ça qui fait notre avantage. Donc, si maintenant ces enfants issus du peuple, tu as peur d'eux, ils ne peuvent pas te garder, mais c'est que tu défies le peuple, tu méprises le peuple, tu piétines ta propre armée. Quand l'autre s'est permis de dire benoîtement, les terroristes là, ils sont plus forts que nous, ils sont mieux aguerris que nous, ça ne lui a pas porté bonheur. Ceux qui se font garder par des armées étrangères là,
ça ne va jamais leur porter bonheur. Et puis c'est des traites d'ailleurs. Juste pour compléter, disent, mais attends, quand vous prenez une armée ou une force extérieure pour vous garder, vous les payez avec quel argent? Mais c'est avec l'argent du contribuable. Ça veut dire que vous êtes un traître. C'est-à-dire que les citoyens travaillent pour créer une richesse qui doit pouvoir servir leur cause et vous utilisez ces ressources-là pour votre cause personnelle. Oui, mais est-ce que c'est l'affaire seulement de militaires, de gardes rapprochés? La communication, parfois, ça vient d'ailleurs. Les médias, ça vient d'ailleurs. Les économistes, ça vient d'ailleurs. Donc, c'est pas une question simplement c'est militaire. Pourquoi je parlais des goulots d'étranglement qui ont été mis en place par le colon en vue de nous canaliser. Et quand je le dis, je sais très bien de quoi je parle parce que, vous voyez, ce canal dont nous disposons aujourd'hui, New World se positionne comme une télévision de référence qui parle au nom de l'Afrique. Et c'est un créneau très porteur parce que vous impactez des millions de personnes en Afrique et vous contribuez à semer dans leur esprit un nouvel état d'esprit et une autre façon de regarder le monde, en tout cas notre environnement. Mais combien de médias de cette nature disposons-nous dans notre espace? En tout cas en Afrique. Les médias de référence... Ce n'est pas aisé à faire. Il a fallu beaucoup de sacrifices pour ceux qui l'ont implanté. Et encore que c'est une initiative privée. C'est pour ça que nous parlons, je parle tout le temps de la création, en tout cas de la cagnotte nationale, qui est faite par la contribution des citoyens. Tout État ne peut vivre que par les ressources qui sont générées par les citoyens. Ces ressources-là, lorsqu'on prend des taxes, impôts, douanes, etc., ça a quelle fin? Ce n'est pas seulement pour assurer la pitance des salaires mensuels, etc. C'est pour pouvoir organiser la société, mettre des créneaux qui permettent de créer une conscience nationale autour des valeurs essentielles dans lesquelles le peuple doit pouvoir se retrouver, autour des ambitions qui sont nourries par cette nation-là, autour d'un certain nombre de choses. Et donc, si dans ce schéma-là, le dirigeant n'a pas la lucidité de comprendre que pour atteindre le maximum possible de son peuple, il lui faut un créneau, comme un média, une télévision, une radio, qui soit puissante, animée comme il se doit, c'est qu'il rate le coach. Parce qu'un dirigeant, lorsqu'il veut parler à son peuple, il le dit dans son bureau. Il le dit peut-être devant une poignée de personnes. Pour que ça soit propagé et porté à la connaissance de tout le monde, il faut un canal. Voilà pourquoi, d'ailleurs, même mon livre en parle. Du rôle du métier de journaliste, en tout cas dans une république. Tout cela participe à amener nos dirigeants à comprendre qu'ils doivent refaire de nouveaux paradigmes. Ils doivent refaire de nouveaux choix. Et faire en sorte à créer une certaine complicité entre eux et leurs gouvernés. Et ça ne peut passer autrement que par des créneaux comme des médias, etc., etc. De sorte que s'ils sont porteurs d'une connaissance, s'ils ont un contenu, ce contenu-là soit connu par le peuple et que le peuple, dès l'instant où il adoube, il sait qu'il a une cuirasse imbattable et aucune force extérieure ne pourra venir fissurer cela. Donc les États africains doivent nous soutenir comme médias africains. Mais les États africains doivent nous soutenir. Ils nous soutiennent, Gilles. Ils nous soutiennent. Bon, pas financièrement. Mais je suis sûr qu'un jour... Ça doit pouvoir arriver, oui. Ça doit pouvoir arriver. Ne serait-ce qu'en payant des publicités, des publi-reportages. On ne dit pas de transporter des sacs d'argent pour venir déposer dans le studio de New World. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. De soutenir, en soutenant les publicités. Hein? Mais... les États nous soutiennent, les peuples nous soutiennent. En acceptant de venir. Mais il y a eu l'exemple du ministre des Affaires étrangères du Mali qui nous a rendu visite. Voilà, voilà, c'est un soutien. Une forme de soutien. Oui. Voilà, c'est une forme de soutien que le ministre Diop soit venu ici dans ton studio. C'est un soutien. Tous les peuples nous soutiennent. Les présidents, les pays là nous soutiennent. Mais il y a toujours des gens animés par la jalousie, la haine. Ils voulaient qu'on dise qu'ils sont les seuls panafricanistes. Or, ils ne sont pas capables d'aligner deux idées correctes dans leurs propos. Ouais, donc, c'est eux qui s'attaquent à New World. Non, pas. Alors, si tu t'attaques à New World, c'est comme une fourmi qui pique un éléphant. Donc, l'éléphant ne bouge même pas. Non, tu vois, le soutien dont nous parlons, c'est vrai, il y a la question d'argent. Mais il y a surtout aussi la question de la primauté de l'information. Vous voyez, si les médias comme France 24, etc., sont autant suivis, etc., c'est parce qu'ils ont la matière en termes d'information. Mais quand votre président ou un dirigeant de l'Afrique
snobe ses propres médias pour aller donner des scoops à des médias occidentaux dont le rôle est de propager la vision de leur politique, de leur pays. Il y a un problème. Et donc c'est pour dire que le regard que les dirigeants africains ont eu à porter par le passé sur leur propre créneau d'information et de propagation doit changer. Parce que si vous ne vous valorisez pas, ce ne sont pas des gens de l'extérieur qui viendront vous valoriser. Vous êtes appelés à parler d'abord à votre peuple avant de chercher à parler à cette fameuse communauté internationale. Merci beaucoup, Lucas Baki, soutien des États africains, mais soutien aussi de vous, téléspectateurs. On ne vous demande pas encore d'envoyer des francs CFA sur les comptes de son excellence. Non, pas encore. Mais attends. Likez seulement cette émission, c'est votre contribution. Attends, Gilles. Oui. Je fais peut-être le coq à l'âne. Mais comment ne pas soutenir Newell après le spectacle auquel nous avons assisté vendredi au lancement, quand la Coupe de la CAN est venue ici. Mais vous avez vu, le jour-là dans la salle, il y avait tout le monde. Oui. Les gens ont... Je vous redonnerai la parole. Non, laisse-moi finir, c'est une parenthèse. Non, le temps. Ok. Une nouvelle édition nous attend. Ok. Donc, likez cette émission, c'est votre soutien. Si vous ne l'avez pas fait, ça veut dire que vous ne soutenez pas l'africanisme et partagez cette émission pour porter la voix de l'Afrique de cette Afrique qui change. À tout de suite, chers amis.